Les locales à l'honneur avec notre invitée en direct dans le Grand Journal, Nathalie Sarabosol, la présidente du conseil départemental du Finistère. Aujourd'hui, portrait d'une femme, histoire d'une vie. Nathalie Sarabosol, bonjour. Bonjour. Content de vous retrouver. C'est vrai qu'on se croise depuis une dizaine d'années. Votre vie a changé. Vous êtes arrivé dans les années 2000 en Bretagne. En Finistère, oui. Dans le Finistère. Dans les années 2000. Ouais, très bien. Vous avez 46 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants et vous êtes devenue en 2015 la présidente, la première présidente du Finistère. Parlez-moi avant de votre parcours parce que vous étiez dans l'équipe de Pierre Maille, vous avez été même vice-présidente. Parlez-nous un petit peu de votre travail avant d'être nommée présidente. Alors j'ai été élue en 2008. Le fait de me présenter pour moi comme candidate, c'était un peu la suite de mes engagements de vie, de mes engagements associatifs, pour aller un petit peu plus loin, essayer de faire avancer les choses un petit peu plus. Donc je me suis présentée dans l'équipe de Pierre Maille en 2008. Donc j'ai eu la chance d'être élue et d'avoir eu la confiance du président assez vite, puisque tout de suite j'ai eu une délégation. Et puis ensuite, comme le conseil départemental était renouvelé à l'époque tous les 3 ans, dès 2011, de me voir confier une vice-présidence, une présidence de commission sur la question des solidarités. Donc un parcours assez rapide, mais fort intéressant. Alors on va revenir à solidarité, parce que c'est vrai que notre ami David m'a envoyé 44 pages, j'ai passé un très bon week-end, mais on peut en parler maintenant. Le mot politique, bien entendu, mais politique, solidarité, c'est aussi une compétence au niveau du conseil départemental. Oui, c'est la compétence essentielle du conseil départemental, encore plus depuis la loi NOTRe de 2015. Les solidarités à tous les sens du terme, puisqu'il s'agit des solidarités humaines et des solidarités territoriales. Donc le conseil départemental intervient finalement dans la vie quotidienne des uns et des autres plus souvent qu'on l'imagine. Alors on va revenir sur les compétences du département. On revient en 2015, vous avez été élue présidente du Finistère. Comment on vit ça ? C'est une grande émotion. Et une première. C'est une première. Ouais. Encore une fois, c'est le résultat de la confiance. Donc, évidemment, c'est une grande émotion, puis c'est une grande responsabilité aussi, puisque à la fois la confiance de mes prédécesseurs et puis la confiance de tous ceux qui m'ont élu à ce moment-là pour travailler avec eux dans ce mandat qui arrive de 6 ans. Alors on voit Charles Miossec, il a été président pendant 10 ans, c'était un sacré personnage aussi. Pierre Maille, 17 ans comme président, et vous partez sur un bail de combien ? Oh là là, moi je ne me projette pas si longtemps. Déjà, j'ai un mandat à accomplir avec les conseillers départementaux. Nous nous sommes fixés des objectifs, nous avons voté un projet. Donc l'objectif, c'est déjà d'avancer sur ce projet et de se dire en 2021, puisque c'est la fin du mandat, qu'on aura au moins avancé sur ces questions-là. Après, il y aura peut-être des propositions de continuer. Mais pour l'instant, on est actif et concentré sur ce que nous avons à faire. Voilà, on est à mi-mandat, on fera le point, puis on parlera tout à l'heure, bien entendu, des compétences du département. Moi, je voudrais revenir sur le symbole quand on était conseiller général du Finistère. C'était quelque part, on était arrivé le plus haut possible au niveau du département. Même si on était élu à la région, bon, conseiller régional, bon d'accord, on ne le voit pas, il est toujours à Rennes. Et en revanche, le conseiller général, il était là. Nous ici, sur le canton, bien entendu, l'incontournable Roger Calvez. C'était des sacrés personnages comme Alphonse Arzel, tous ces gens-là. Mais conseiller général, c'était le calendrier. C'était l'agenda, c'était dans une réunion sportive, le conseiller général était là, et il y avait la coupe du conseiller général. Quelque part, est-ce que le conseiller général, avec le temps, n'a pas perdu un petit peu son origine, son identité ? Alors, je pense que l'identité du conseil général, alors départemental maintenant, n'a pas perdu son identité en perdant ses agendas. Ça, je ne crois pas. Non, c'est sûr, mais c'est le symbole que je veux dire. Ouais. Les élus, je le sais, ont à cœur à toujours être en proximité. Moi-même, je continue à aller dans les compétitions sportives, parce que c'est l'endroit où on rencontre les citoyennes et les citoyens. Et c'est important d'y être. C'est important de pouvoir échanger de manière tout à fait libérée sur les préoccupations des uns des autres. Donc ça nous nourrit politiquement. C'est important d'y être. Qu'on n'ait plus autant de
de moyens financiers mis dans des agendas, ça c'est aussi l'effet de l'histoire. Il nous a fallu nous concentrer sur... C'est un symbole, je veux dire, ça. C'est un symbole. Alors nous avons toujours des coupes, parce qu'on continue à en remettre. Ouais. Alors j'en ai beaucoup remis, j'en remettais souvent aux mêmes personnes. D'ailleurs, à un moment, je me suis dit qu'on pouvait aussi réutiliser les coupes, très certainement, parce que finalement, j'ai une amie dont le fils était coureur cycliste qui me disait qu'elle avait des rayonnages complets de coupes. Alors c'est bien, c'est l'histoire d'une carrière. Mais donc les coupes sont toujours là, les conseillers départementaux sont toujours là. C'est vrai que conseiller général, c'était quelque chose qui parlait beaucoup. D'un canton. Là, j'étais avec François Marc il y a peu de temps, qui tourne aussi une page de sa carrière politique et qui continue à parler du Conseil général, parce que pour lui, et comme pour d'autres, le Conseil général, ça reste l'institution de proximité. Et c'est vrai que ça le reste. On a pensé qu'en mettant conseil départemental, ça porterait plus aux gens, parce qu'il y a encore des gens qui identifiaient peut-être pas très bien. Alors, je ne sais pas si c'est valable en Finistère, le conseil général, mais vous avez raison, ça reste une collectivité de proximité avec des élus de proximité. Alors maintenant, avec les élus, ça a complètement changé maintenant. Dans un canton, il y a des cantons qui se regroupent, comme nous, et maintenant, conseillers, ils sont 2, et puis hommes et femmes. Oui, alors la parité, c'est important, je suis très attachée. Oui, c'est sûr. C'est pas à la parité que je suis attachée, c'est à l'égalité, l'égalité d'accès dans les fonctions électives. Et donc c'est pour y parvenir, parce que nous n'y parvenions pas, pour y parvenir, on est passé par cette élection, mais ce n'est qu'une élection sous forme de binôme. Après, les élus sont indépendants. Vous avez 2 élus par canton qui sont 2 élus à part entière. C'est pas des demi-élus. Donc, et c'est pas non plus un élu et son suppléant ou son remplaçant. Donc, c'est un mode électif. Je pense qu'il faut pas s'y attacher plus que ça. Le résultat, c'est que nous avons maintenant une assemblée paritaire et c'est une très bonne chose. Nathalie Sarabezol, je vous remercie. On se retrouve dans un instant. Notre invitée dans le Grand Journal, Nathalie Sarabezol, la présidente du conseil départemental du Finistère, c'est dit. On va parler bien entendu du conseil départemental avec les différentes compétences d'abord. Beaucoup de compétences ? Beaucoup de compétences, je le disais, dans le domaine des solidarités, qui sont peut-être les plus connues parce qu'elles sont dans le quotidien des uns et des autres. Alors, pas toujours, parce que ça correspond aussi à des tranches de vie. Le conseil départemental est compétent dans les politiques de solidarité de la petite enfance, voire même un peu avant, puisque nous accompagnons aussi les parents et les jeunes parents et les futures mères. Enfance, famille et jeunesse, j'aime bien. Enfance, famille, jeunesse, là c'est même l'intitulé d'une commission du conseil départemental. Et ça, en accompagnement des personnes dès qu'il y a un besoin, une fragilité, une difficulté particulière, en termes de perte d'autonomie, en termes de vulnérabilité à un temps donné. Le conseil départemental est là pour accompagner les personnes, pour leur permettre de trouver de la ressource pour rebondir. C'est l'objectif des politiques que nous menons. Personnes âgées, handicapées, autonomie bien entendu sur le plan social, personnes âgées, c'est un gros budget chez vous. Alors, globalement, les solidarités comme celles qu'on évoque là, c'est les 2/3, voire un peu plus du budget du conseil départemental, avec des masses budgétaires importantes, parce que nous versons aussi des allocations individuelles de solidarité qui sont nationales. Le revenu de solidarité active, le RSA, c'est le conseil départemental qui le verse et qui le finance. C'est vous, hein. Voilà. La prestation de compensation du handicap, l'allocation pour les personnes âgées, et puis on parlait des missions de l'enfance. Globalement, avec ça, on arrive à presque 500 millions d'euros, voire un peu plus. Ça doit être à peu près 100 millions pour le RSA, 140, 150 millions pour le handicap, 130 pour les personnes âgées, voilà, et pour l'enfance, à peu près 100 millions aussi. Le développement économique aussi, vous financez plein de choses. Alors, c'est terminé le développement économique depuis la loi NOTRe. Voilà. Nous n'avons plus possibilité de financer directement des entreprises ou des projets économiques, sauf dans un certain nombre de domaines qui ont été préservés, dans lesquels nous agissons en lien avec le conseil régional. C'est l'agriculture, la pêche, après il y a la forêt, mais c'est vrai qu'ici nous on est moins sur ces questions-là, mais agriculture et pêche ont été préservées, donc nous continuons à intervenir en lien avec le conseil régional, mais c'est vraiment le conseil régional qui est sur ses compétences économiques, avec les communautés de communes, avec les EPCI. Et les routes ? Et les routes, alors nous gardons les routes départementales bien entendu. 770 chez nous.
770. Oui, sur Ploudaniel, il y a 3500 à l'échelle du département, un petit peu plus. Oui, bien entendu, les routes départementales. Et puis, nous continuons le travail sur les déplacements doux, sur les voies vertes, sur les pistes cyclables, sur les chemins de randonnée. Il y a différentes manières de se déplacer dans le Finistère et nous intervenons dans à peu près toutes les manières. Plus les transports, c'est le conseil régional maintenant, les transports interurbains. Mais pour le reste, oui, nous sommes toujours là. Les collèges. Les collèges, ça, quand on parle d'accompagnement les lycées, collèges, des jeunes... on avait du mal à comprendre avec la région pourquoi une des deux ne prend pas les deux compétences. Oui, ça aurait pu être regroupé. Le choix n'a pas été celui-là. On reste sur des compétences par niveau de collectivité, le primaire aux communes, les collèges au département, les lycées aux régions, et puis tout ce qui va au-delà du lycée, c'est l'État qui s'en occupe. Voilà, en gros, la répartition avec des liens. Nous avons des cités scolaires. Donc là, quand c'est lycée-collège, eh bien évidemment, nous travaillons en lien avec le conseil régional. Mais quand on s'occupe de solidarité, quand on s'occupe de jeunesse, je pense que c'est important qu'on puisse avoir un lien avec un niveau de parcours scolaire. Le collège, c'est intéressant parce que c'est une période où les jeunes se forment un peu plus à la vie citoyenne. C'est une période aussi où ils vivent tous ensemble dans un collège. C'est le collège unique. Donc, tous, ils se côtoient encore là. Après, dans les lycées, les trajectoires peuvent être différentes, les parcours peuvent être différents. Le collège, c'est le moment où on a toute une classe d'âge ensemble et on peut leur parler et ils peuvent apprendre à mieux se connaître, à faire des projets ensemble. Ils rentrent dans l'adolescence. Ils rentrent dans l'adolescence. On voit bien quand on va arriver les 6e et quand on va sortir les 3e qu'il y a eu une évolution entre les deux. De l'autre côté aussi, vous financez l'exemple, c'était samedi. On était ensemble pour l'inauguration de la bibliothèque de Briogan-Pugnéour 13 et avec un financement du département. Oui, puisque nous avons aussi des compétences partagées dans le domaine de la culture. Et dans le domaine de la culture, nous avons des compétences aussi particulières qui sont, par exemple, celles de la lecture publique. Le conseil départemental du Finistère finance la bibliothèque départementale qui anime un réseau de bibliothèques parce qu'il y a divers types de bibliothèques. Il y a énormément de petites bibliothèques. C'est pas péjoratif quand je dis ça, mais c'est des bibliothèques plus de proximité qui peuvent être animées par un professionnel et des bénévoles, et donc qui sont en attente aussi de ces ressources fournies par la bibliothèque départementale, des ressources en termes de documents, puisqu'on a de la ressource documentaire. Il y a des prêts de livres qui se font à la bibliothèque départementale pour alimenter les bibliothèques. De la ressource humaine aussi, puisque nous avons des formations pour les bibliothécaires, bénévoles ou professionnels, et puis des prêts d'animation culturelle, des prêts d'exposition qui sont préparés pour animer ce réseau. Donc nous sommes très présents, et puis nous aidons aussi évidemment les collectivités à ouvrir ces bibliothèques. Ça nous semble important. J'ai été invitée par la ministre de la Culture, et bien c'était en début de semaine. Je suis allée à Paris pour parler de la lecture publique en Finistère, parce que c'était un exemple qui leur semblait marquant. Elle a confié une mission à Éric Orsena sur la lecture publique et il leur a paru comme une évidence d'inviter le conseil départemental du Finistère pour parler de lecture publique parce que ce qui se passe en Finistère, c'est important et ça démontre ce qu'on peut faire en termes de lecture publique. Lui, il aime bien la Bretagne et le Finistère. Alors évidemment, on a de la chance quand même. Très complices pendant tous les échanges puisque Jean-Marc Puchois, qui est maire de Lampol-Guimillot, était là aussi pour parler de ses politiques en termes de bibliothèque. Donc on était très finistériens et très bretons autour de la table, mais nous savons nous ouvrir, comme toujours, nous les Bretons, au monde extérieur. Alors on va rappeler aussi, on a rappelé les compétences sur le plan départemental. Alors moi je vais avoir une subvention, il faut que j'emmène un dossier. Comment ça marche, le conseil départemental? Il y a une commission, dites-moi tout. Alors, oui, il y a des subventions qui sont accordées à des associations. Nous, le conseil départemental finance plutôt des actions ou des associations qui œuvrent au-delà de la commune, c'est-à-dire sur des actions qui dépassent le cadre de la commune, sinon on est dans la compétence des communes. Des comités de communes. Voilà, ou des communautés de communes, ou des deux. Donc, nous venons soit accompagner des actions ou des associations qui ont une œuvre à l'échelle départementale, ou au moins qui dépassent la communauté de la commune, la communauté de communes ou un peu plus.
Pour avoir une subvention, eh bien, il faut contacter, ça dépend un peu du projet. Parfois, les projets sont déjà identifiés parce que les partenaires sont identifiés, des partenaires historiques du conseil départemental. Parfois, non. Et donc, le plus simple, c'est d'appeler au conseil départemental, d'expliquer un peu le projet. On vous aiguille, suivant que vous portiez un projet pour la culture, pour le sport, pour d'autres choses. On vous aiguille vers les partenaires. Et après, alors, on est en train de chercher à faciliter et à simplifier les choses pour les associations, notamment, qui souhaiteraient obtenir des soutiens. Je pense qu'on a encore un peu de marge de manœuvre là pour simplifier les choses. Mais oui, c'est assez basique. On remplit un dossier, on apporte les pièces. Et puis ensuite, c'est une commission qui se prononce. Et c'est l'Assemblée départementale en commission permanente qui choisit d'accompagner ou pas. Alors on voit le département, beaucoup de compétences, mais avec un budget total de près d'1 milliard. Oui. Alors, pas tout à fait 1 milliard. Nous avons atteint le milliard, mais là, nous... 1,4 milliard que vous avez pratiquement il y a 1 an, 2 ans 1 milliard, un peu plus d'1 milliard, pas tout à fait 1,4 milliard. Mais ce budget a baissé, puisque nous avons contribué, dans un pacte qu'on appelait contribution à la réduction des déficits publics. Donc, nous avons dû faire face à une réduction de nos... On va en parler tout à l'heure. Voilà, de nos budgets, notamment de la part de l'État, qui nous a occasionné une perte quand même de budget de l'ordre de 120 millions d'euros en cumulé. Donc, il nous a fallu faire face à cela et nous avons dû changer un peu nos façons de faire et nos modes d'intervention. Le budget était quand même très important. Il reste très important, oui, puisqu'il dépasse les 800 millions d'euros, 900 millions d'euros par an. Très bien, on va vous retrouver et nous allons parler de l'actualité, de la baisse des dotations de l'État et indirectement aussi suppression des impôts locaux, etc. On va parler un petit peu de tout ça. Notre invitée dans le Grand Journal, Nathalie Sarah-Bozel, la présidente du conseil départemental du Finistère. Le budget. Comment le département fait son budget annuel ? Alors, il fait son budget annuel en essayant d'évaluer les dépenses de l'année à venir, parce que sur un budget, nous commençons à nous rencontrer à peu près au mois de juin pour prévoir le budget de l'année suivante, puisque nous avons, je vous en parlais tout à l'heure, des dépenses incompressibles. Quand nous avons à verser une allocation à une personne, on ne peut pas lui dire qu'on ne va pas lui verser, donc on a un certain nombre de dépenses incompressibles. Et puis ensuite, nous calculons nos recettes et nous voyons comment nous pouvons équilibrer un budget qui est un budget prévisionnel, évidemment, comme dans toutes les collectivités que nous votons fin janvier en général. Vous avez des charges importantes. Comment on peut gérer un budget quand les dotations baissent ou quand elles sont gelées ? Alors, il nous faut regarder finalement là où nous avons des marges de manœuvre. Au fil des années, ces marges de manœuvre, elles se sont réduites, puisque moi, depuis que je suis élue, en fait, déjà, Pierre Maille était très à cheval là-dessus, et il avait bien raison d'avoir une gestion raisonnable et raisonnée des ressources. Donc finalement, moi je n'ai pas connu le temps où on pouvait aller toujours plus avant dans les projets. Déjà, il fallait le regarder. Donc depuis 2008-2009, on a regardé la plupart des marges de manœuvre que nous avions. Nous avons progressé là-dessus. Mais maintenant, nous en sommes arrivés à un point où nous disons que si nous devons encore réduire le budget, ça veut dire que nous devons abandonner une partie des politiques publiques que nous menons ou alors de baisser le niveau de service public attendu. Donc c'est... bon. Là, les annonces pour l'année à venir semblent être dans le sens d'une stabilité. Donc, ça pourrait convenir. Simplement, il y a un double message, semble-t-il, puisqu'on nous annonce à la fois une stabilité dans les ressources, et puis il a été annoncé que les 300 plus grandes collectivités de France devraient contribuer encore une fois à la réduction des déficits publics à hauteur de 13 milliards. Donc, il y a un peu une double annonce. Et finalement, une incertitude quand même pour les temps à venir. Donc, normalement, pour 2018, nous devrions voir une stabilité des ressources de l'État. Mais pour 2019, c'est difficile à savoir. Et puis, nous avons des discussions en cours avec le gouvernement, avec le Premier ministre, sur un certain nombre de politiques qui relèvent
qui relèvent de l'État. Ah, il y a un dialogue qui est quand même instauré, parce que pour la loi travail, on voit le dialogue est quand même relativement difficile. Alors, il y a un Votre dialogue sentiment dans tout instauré ça avec l'Assemblée des départements de France. Nous sommes réunis, les départements, dans une association qui s'appelle l'Assemblée des départements de France. Et bien entendu, dès l'élection présidentielle et les élections législatives, nous sommes entrés en contact avec le gouvernement, avec le président, pour savoir à peu près quels étaient les projets et quelles étaient les marges attendues de discussion. Donc il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous sommes intervenus pour avoir au moins une idée de ce que seront les années à venir. Alors, indirectement, on va parler de la politique actuelle, parce que nous vivons dedans. Aujourd'hui, les routiers bloquent un petit peu partout, tous les coins de la France. Votre sentiment, de côté Mélenchon aussi, il y a eu une grande journée samedi. Sur le plan des élections, sur les présidentielles et les législatives, c'est vrai que la droite et la gauche ont pris un petit coup sur la tête, et on se demande où on est un peu dans cette histoire. Parce qu'En Marche Macron a certainement et a fait exploser un peu tout cela. Oui, alors c'est pas. Il y a eu des précédents dans l'histoire. On a vu, enfin, quand on voit le parcours, c'était quand j'étais plus jeune, mais le parcours de Valéry Giscard d'Estaing était un peu dans cette optique-là, de se dire que finalement c'est une option assez centriste. On n'est ni de gauche ni de droite, on est centriste. Bon, finalement, on voit que de ce qui se profile là, c'est quand même un peu plus de droite, mais c'est un peu le même parcours, je vous disais, que Valéry Giscard d'Estaing, qui a pu faire quelques réformes sociétales importantes. De Chirac, ça changeait de Chirac. Oui. Sociétales importantes, on a eu des grandes avancées, notamment pour les femmes. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sous Valéry Giscard d'Estaing, mais par ailleurs, Simone Veil notamment, mais aussi la majorité à 18 ans. Enfin, il y a eu des choses, là c'est pas que pour les femmes, mais il y a eu beaucoup de choses, mais par ailleurs, sinon, des politiques économiques et des politiques sociales un peu plus marquées à droite. Là, c'est un peu tôt pour le dire, puisque finalement, il y a beaucoup d'annonces, il y a beaucoup de retours aussi en arrière. Donc on ne sait pas trop. Ce qu'on voit, c'est que, en ce qui concerne en tout cas la loi travail, ça a l'air effectivement de bloquer. Moi, sur les propositions des ordonnances, il y a certainement des choses qui vont dans le bon sens. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on en fasse la solution pour résoudre les problèmes de chômage. Moi, je crois que les problèmes de chômage ne sont pas liés à cela, et que ce qui me paraît négatif aussi dans les propositions, c'est d'affaiblir en fait le dialogue social avec les formations syndicales. Moi, je pense qu'on aurait dû saisir l'occasion de leur redonner plus de place, de donner plus de place au dialogue social, puisqu'on a tendance à prendre toujours l'étranger comme exemple. Si on prend l'Allemagne comme exemple, on a des syndicats qui sont très puissants, qui sont très installés et qui ont droit de parole dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de branches. Et je pense que si on prend un exemple à l'extérieur, il faut le prendre complètement. Et ça aurait pu être l'occasion de redonner un peu la voix au dialogue social. Donc il y a un manque de dialogue, Présidente. Ah, là, je ne parlerai pas à la place des organisations syndicales qui apparemment ont été consultées. Je les laisse libres de dire si elles trouvent que c'est suffisant ou pas. Mais ce que je vois, c'est que dans les ordonnances elles-mêmes, on leur retire un peu de capacité à agir, et c'est dommage. Alors on va parler comme ça en foulée, les contrats aidés, ça a posé beaucoup de problèmes. Suppression de l'impôt au niveau les impôts locaux. Ça, on sait que les communes, les comités de communes ont récupéré un petit peu. Et qu'est-ce qu'on fait? Votre sentiment de tout ça? Sur la taxe d'habitation, par exemple? Sur la taxe d'habitation, globalement, pour revenir sur la question de l'impôt, je pense que, mais je ne suis pas la seule à le dire, ça fait longtemps qu'on dit qu'il faudrait qu'on revienne sur une grande réforme fiscale pour faire en sorte que les choses soient financées à peu près correctement. C'est vrai que si on prend le conseil départemental qui a la taxe sur le foncier bâti, les maisons qu'on construit ou qu'on habite, c'est pas forcément parce qu'on habite dans le Finistère qu'on contribue différemment aux allocations individuelles de solidarité. Là, pas le RSA, c'est pareil partout. Le faire financer par du foncier bâti, ça n'a pas tellement de sens. En revanche, faire financer ce qui correspond à l'aménagement du territoire localement, de son collège, ça a du sens. Et de la même façon pour la taxe d'habitation, je pense que ça a du sens parce que ça crée du lien entre le citoyen qui paye ses impôts, la citoyenne qui paye ses impôts et la commune ou la collectivité qui la reçoit pour les aménagements. Ça fait un lien plus direct. Les gens peuvent agir plus directement. Ils choisissent des élus en fonction des projets qui leur présentent et puis ensuite ils choisissent aussi de le financer.
Et puis après, il y a la question de savoir qui paye ces impôts locaux et comment est-ce que c'est calculé, si c'est en fonction des revenus, si c'est en fonction de la composition de la famille, si on tient compte des charges des charges supplémentaires, par exemple liées à un handicap ou à une personne âgée. Il faut aussi en tenir compte. Mais dans la taxe d'habitation, il y avait déjà un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y avait une possibilité de dégrèvement ou de suppression de la taxe d'habitation pour un certain nombre de personnes. Donc on va couper un peu le lien, je pense, entre le citoyen et ses élus, puisque c'était... Ah oui, les élus locaux, là... Voilà. Il y a un gros problème. Et puis surtout, on va figer les ressources, parce qu'on voilà. sait très bien que pour l'instant, l'État dit que ce sera compensé à l'euro, mais ça va le figer quand même un petit peu. Et puis, on ne sait jamais dans l'avenir, quand quelqu'un tient les cordons de la bourse, on ne sait jamais à quel moment il va les resserrer. Donc, ça fait une incertitude supplémentaire. Et encore une fois, surtout, ça coupe le lien entre le citoyen et ses élus. Vous comprenez, ces petits élus, les petites communes, il n'y en a pas, mais les petites communes, ça va être pris, ils vont être pris à la gorge, on peut dire. Et puis indirectement, déjà, maintenant, il y a les communautés de communes, donc il y a beaucoup plus de compétences et que les petites communes en ont beaucoup moins, c'est un petit peu logique. Mais là, la manière de serrer comme ça les finances, même sur le plan communautaire, ça pose des problèmes, parce qu'indirectement, après, les élus ne font que gérer de l'argent. Globalement, on fait que gérer de l'argent, utiliser l'argent, dépenser l'argent public. C'est sûr, mais on est limité, on ne peut pas réaliser des choses quand même. Oui, on est assez limité. Alors moi, je suis plutôt favorable à ce qu'il y ait des regroupements de communes pour mener des projets, parce qu'on voit bien que des communes aux ressources assez limitées ont plus de difficultés à mener des projets pour la population. Donc, qu'elles se regroupent pour financer des projets, moi, je trouve ça plutôt une bonne chose. Après, il y a la question de savoir sur quelles ressources on peut compter. Et ça, c'est autre chose. Encore une fois, je disais tout à l'heure, si les habitants d'une commune ont envie de voir se monter un complexe sportif ou, je sais pas, une salle de spectacle et qu'ils élisent un maire et une équipe municipale pour ça, il ne faut pas les en priver. C'est leur choix. Je vous remercie. Notre invité avec la présence de Nathalie Sarabezol, qui est la présidente du conseil départemental du Finistère. On va revenir au département. Vous avez été élu en 2015 au 3e scrutin. Oui, je suis élu. Vous êtes élu, première présidente, bien entendu, mais vous avez aussi l'identité du Parti socialiste et en plus vous gérez notre département. On va parler des élections, de ce qui s'est passé actuellement. C'est vrai qu'au niveau du Parti socialiste, il y a beaucoup moins d'élus avant, ça pose des problèmes. Le siège à Paris, normalement, va être en vente. On voit aussi en Bretagne, le Parti socialiste a éclaté. C'est le cas dans le Finistère, où il y a eu des socialistes qui sont partis, ils ont pris le wagon d'En Marche. Votre sentiment dans tout cela ? Alors, mon sentiment, c'est que les partis bougent, évoluent au fil du temps. Ça, c'est normal. Moi, ce que je souhaite pouvoir dire, c'est que si je suis attachée à un parti, c'est pas un parti. Je suis attachée à une histoire politique, à des grandes avancées qui ont été portées par ce parti-là, et à des possibilités d'avoir encore des propositions à faire. Moi, je rencontre des tas de militants, de militantes du Parti socialiste. Ils ont encore des choses à dire, ils ont encore des choses à porter, ils ont encore des évolutions à apporter à notre société. Ils ont envie de pouvoir avoir la parole. Et je pense qu'au sein d'un parti, on peut le faire aussi et on doit le faire aussi. Mais on voit, il y a un éclatement quand même sur le plan local du Parti socialiste. Bon, c'est logique, mais Didier Lecaque est parti, M. Ferrand aussi, sans avoir déchiré leur carte du Parti socialiste. Chantal Quittet n'était pas content du tout de cette identité. Votre sentiment ? Je pense qu'il n'y a pas une réunion ce soir pour vous ? Alors, il y a une nécessaire clarification, très certainement. Il y a eu des évolutions. C'est vrai que nous avons été fortement impactés par la création du mouvement En Marche. Donc maintenant, il y a nécessité de se rassembler, de se retrouver, pour ceux qui le souhaitent, autour d'un projet qui pourrait être qui va être celui du Parti socialiste. Nous sommes amenés à voter la semaine prochaine, non, c'est cette semaine d'ailleurs, jeudi, sur l'organisation de la refondation de ce parti. Donc les militantes et les militants sont invités à se prononcer. C'est ce qui compte, savoir ce qu'on veut construire ensemble, qui souhaite rester et qui veut contribuer à construire cela. Alors oui, il y a une réunion ce soir, une réunion militante pour échanger, pour discuter. Moi, je crois beaucoup à l'échange et je crois beaucoup au temps de rencontres, que les gens puissent se parler directement et
et pouvoir avancer leurs arguments et entendre les interrogations des uns et des autres et apporter une réponse qui soit ensuite une réponse collective qu'on puisse porter tous ensemble. Le Parti socialiste va garder la même identité ou va changer? Je ne sais pas. De nom? Oui. Oh, voilà. Moi, je trouve toujours que c'est un peu... on est un peu dans l'accessoire. Moi, j'aime beaucoup, évidemment. On en a parlé, c'est pour ça. Oui, mais ça s'appelait Parti socialiste ou ça s'appelait les socialistes. Je ne sais pas si ça a du sens. Certains pensent qu'en changeant de nom, on peut tourner une page. Pourquoi pas? Après, on est dans les symboles. Moi, je suis beaucoup plus dans l'action et dans la volonté de construire. Donc, si c'est l'étape à passer, ce sera l'étape à passer. Alors, on va élire le président du Parti socialiste finistérien. Vous avez un candidat? Nous n'en sommes pas là. Il faut déjà que nous... Je vous pose la question. Justement, la réunion... alors, il y a un bureau fédéral qui se réunit aussi, qui va préciser justement la manière de procéder dans les temps à venir. Donc, nous n'en sommes pas encore là. Il y aura une démission. Donc, il y aura... Alors, chez nous, il n'y a pas un président. Nous avons un premier secrétaire. Voilà. Il n'y a pas de président chez les socialistes. Voilà. Un premier secrétaire, et ça ne vous tente pas? Oh là là, non. non, en revanche... Fallait bien que je vous pose une question, comme ça. Non, mais en plus, il y a des tas de gens qui je pense, le feraient très bien. Donc, maintenant, il faut que nous décidions de ce qu'on veut faire. Je pense que c'est la première chose. On décide de ce qu'on veut faire, et puis ensuite, on choisit qui va nous aider à le porter à l'extérieur. Mais ça restera un portage, ça restera une idée collective. Après, il y a toujours quelqu'un pour porter. C'est un peu comme moi, je suis la présidente, je porte, et bien le premier secrétaire portera aussi les avis des militantes et des militants. Nathalie Sarah Bezold, qui est la présidente du conseil départemental du Finistère, et on y tient. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de notre émission. Encore quelques questions. En tant que président du département, si vous avez un message à faire passer aujourd'hui à nos gens de mer et de terre, comme on dit, sur le son du pays, ça serait quel message? Ce serait un message d'optimisme quand même. On sent une morosité qui joue depuis longtemps, depuis trop longtemps. Or, on a quand même beaucoup de raisons de se satisfaire de ce qu'est le Finistère, de ce qu'il a su construire collectivement. Et je pense aussi que si on a tendance à être morose pour l'ensemble, on oublie qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment difficile, beaucoup plus difficile que pour d'autres. Donc, si j'ai un message à faire passer, c'est qu'il faut plutôt être optimiste. On vit dans un département où on vit bien, on choisit de faire des choses pour avancer ensemble, qu'il faut être très attentif justement à ne laisser personne sur le bord du chemin. C'est vraiment un message de solidarité dans le sens réel de la solidarité, parce que pour moi, la solidarité, c'est pas seulement aider les autres, c'est reconnaître en l'autre son égal, se nourrir des différences et faire en sorte que ce soit une richesse collective pour avancer. Vous y croyez, cette solidarité? Vous en parlez beaucoup, même de politique. J'y crois absolument, parce que je pense que c'est le fondement de la société. Si on part chacun dans notre direction, il n'y a plus de société possible. La société, c'est la volonté de vivre ensemble, de construire un projet commun. Donc, s'il n'y a pas de solidarité, pour moi, il n'y a pas de société. Donc, il faut vraiment y croire. Elle vit bien en Finistère, cette solidarité. Elle existe. Moi, je la rencontre à chaque coin de rue. La solidarité individuelle, collective, elle existe. Donc, il faut la faire vivre. Et nous avons de belles chances de pouvoir la faire vivre et de belles chances de pouvoir faire vivre le territoire et de le faire rayonner à l'extérieur. Donc, ça, c'est vraiment ce message-là que je souhaite passer. Alors, c'est Pen Arbed, c'est Finistère éternel. Finistère éternel, bien entendu, là où tout commence. Voilà. Et les gens de mer et de terre. Les gens de mer et de terre, c'est vraiment quelque chose de fort, oui, dans le Finistère. On voit le plus grand, la plus longue côte de tous les départements, avec un lien très fort entre les deux. Il n'y a pas d'un côté la mer et d'un côté la terre, mais vraiment deux territoires qui vivent en cohésion et dans le même sens. Ma dernière question, c'est la suivante que je pose à tous mes invités. Merci d'être venu aujourd'hui avec l'invitation de notre président Gérard Mitrovic. Et puis, indirectement, c'est une radio locale qui a été créée en 1982. Elle était à Plougarneau, libération de la bande FM, bien entendu, par François Mitterrand. On est arrivé dans les années 90 à Lesneven. Plus de 25 ans que je suis là. Si vous aviez à dire quelque chose d'important, un son du pays, une radio comme ça, rurale, sur le territoire. Alors,
La radio, c'est important. Moi, c'est quelque chose de très important pour moi. Ça m'accompagne toute la journée, la radio. Le son, c'est important. Avoir des gens qui vous parlent, c'est très important. Et on a plus l'impression à la radio qu'on vous parle directement, peut-être qu'à la télévision. C'est aussi un moyen peut-être plus aisé pour passer des messages, puisque les ondes radio, elles portent loin. Et puis, les radios libres, on a les deux mots importants. La radio qui porte les voix, et puis la liberté de pouvoir parler de ce qu'on vit en proximité. Donc c'est vrai qu'une radio de territoire, c'est important, parce que finalement, on ne trouvera jamais mieux que les gens qui vivent dans un territoire pour en parler. Et c'est pouvoir porter ça à l'extérieur, c'est très fort. Donc moi, je tiens beaucoup à ces radios qui se sont installées, qui sont des radios de territoire, et qui parlent aux gens de ce qui leur arrive en proximité. Donc, vous êtes solidaire à Radio Émeraude. Absolument. Je vous remercie beaucoup. Notre invitée aujourd'hui, Nathalie Sarabezol, qui est la présidente du conseil départemental du Finistère. Madame la présidente, je vous remercie. Je vous en prie, merci à vous. Merci. Au revoir.